allons connaître un peu plus le fonctionnement de sa boutique de litige. Et j'invite ici Maître Himer, qui a travaillé et qui est très près de James Woods, à nous parler de celui que nous allons célébrer, James Wood, Maître Christian Himer. Bitte, Herr Himer. Alors, bonsoir. Lorsque j'ai regardé l'ordre de présentation, je me disais que la chose était bonne. J'allais parler en premier et j'allais encore avoir une oreille bienveillante de tous. Je vois que mon plan s'est effondré. Alors, cela étant dit, et évidemment, suivre Marc-André et Claude et rend le défi d'autant plus grand, mais je n'aurai pas nécessairement l'humour de Marc-André pour vous garder éveillé, mais je vais faire de mon mieux. Alors, on m'a fait le grand plaisir de me donner la responsabilité de présenter James ce soir. James est pour moi mon plus grand mentor, un grand ami. Et donc, c'est malgré que ça fait maintenant 11 ans que nos chemins professionnels se sont séparés, ça demeure une personne extrêmement importante dans mon cheminement. Et donc, je suis d'autant honoré d'avoir cette tâche ce soir. Alors, nul doute, le succès éclatant obtenu dans l'affaire Vidéotron contre Bell Express Vue en 2015 devant la Cour d'appel du Québec et le montant impressionnant octroyé à titre de dommages, c'est-à-dire un montant en capital et intérêts avoisinant les 142 millions de dollars, rendent le choix de James cette année logique et en quelque sorte incontournable. Mais le succès qu'il a remporté avec son équipe se comprend beaucoup mieux lorsqu'on examine l'ensemble de sa carrière. J'ai été un témoin privilégié de la carrière de James, où pour des plus vieux comme moi, c'est Jim, mais je me souviens même que les très vieux de chez Stikeman l'appelaient Jimmy, ça on n'a jamais osé de le faire. Donc, en 1989, je déposais mon unique demande de stage au bureau clairement le plus cool à Montréal, et c'était le bureau Clark Woods. J'ai tour à tour été un étudiant, un stagiaire, un sociétaire et un associé au sein de Woods, et c'est comme ça que j'ai pu observer l'homme. Dans le temps qui m'est alloué pour le présenter, j'aurais pu m'en tenir à une présentation quelque peu classique de son curriculum vitae. Or, ce curriculum est si garni que l'énumération ordonnée des éléments de son parcours éducatif, de ses formations professionnelles, de ses contributions à l'enseignement du droit, de ses causes célèbres, aurait pu apparaître redondante. Et cela aurait été profondément injuste parce qu'il n'aurait pas été une présentation qui fasse honneur à ce plaideur d'exception. Donc, j'ai donc choisi de vous faire part de son parcours avec une présentation coiffée du titre « Les 5 piliers pour que vous aussi deveniez plaideur de l'année ». Donc, ces 5 thèmes sont la passion du droit, la curiosité intellectuelle, une stratégie redoutable dans la préparation d'un procès, une approche visionnaire quant à la pratique du droit et, plus important que tout ça, une intégrité sans faille. Mais ne soyez pas induits en erreur par mon titre racoleur qui sonne comme un guide rapide. Cela prend 40 ans de carrière pour ériger ces 5 piliers. Alors, le premier thème que j'aimerais adresser est la passion du droit. Et en écoutant Maître Forêt, je voyais définitivement des parallèles. Donc, à la fin de ses études, James remporte le prix Benjamin Robinson pour l'étudiant ayant été premier au programme national de McGill. C'est en 1973. Donc, c'est un bon début pour la passion du droit. De 1984 à 1987, il a enseigné la procédure civile à la faculté de droit de McGill. Ça ne lui réussissait pas tellement, c'était un peu ennuyeux comme cours. Mais à partir de 1987, il a vraiment trouvé son élément et il a enseigné les techniques de plaidoirie. J'ai été une de ses victimes consentantes. Donc, les répertoires de toutes sortes le récompensent année après année dans toutes sortes de catégories. Et je crois que les prix dans toutes les catégories différentes de droit illustrent la large portée de ses connaissances juridiques. Si je ne cite qu'à ce seul titre, l'Expert 2016, on retrouve James nommé sous la rubrique Most Frequently, Consistently ou Repeatedly Recommended dans les catégories suivantes. Corporate Commercial Litigation, International Commercial Arbitration,
directors and officers liability litigation, securities litigation, class actions, professional liability. Je vous avoue que c'est un palmarès qui impressionne par la diversité des domaines du droit. Je me souviens, comme jeune avocat, j'avais été intimidé quand j'avais vu qui allait être l'avocat qui représentait la partie adverse. J'avais été intimidé par le grand savoir de cette personne-là. Elle avait beaucoup publié dans le domaine. Et j'étais allé voir James et j'avais dit « Wow, ça va être raide ». Et James m'a rassuré avec les mots « Christian, ne t'en fais pas. Le texte de loi et la jurisprudence sont les mêmes pour lui, pour le juge et pour nous. » Et ça a été une leçon fondamentale. C'est une leçon que je me répète à tous les jours. Ça va. On peut tout obtenir. Et donc, James n'a jamais été intimidé par les divers domaines du droit et il continue de plaider des causes célèbres dans une foule de domaines. Si vous me permettez, peut-être un peu académique, mais j'aimerais juste énumérer quelques-unes des causes qui sont plaidées par la plupart des gens dans cette salle de façon très régulière et qui sont le fruit des plaidoiries que James a faites. Donc, en matière criminelle, en 1985, avec comme second de l'illustre et regretté Sopinka, James a participé à plaider dans l'affaire Canadian Dredge and Dock Company. Cet arrêt crucial en matière de droit criminel établit comment on détermine l'intention coupable d'une corporation en matière criminelle. Cette cause-là, juste pour des statistiques, est citée dans 188 jugements si vous le consultez dans Canley. En matière d'emploi, en 1994, la Cour d'appel a rendu jugement dans l'affaire Standard Broadcasting contre Stewart. Pour qui que ce soit dans la salle qui pratique le droit de l'emploi et du congédiement, surtout, vous savez à quel point cette cause est importante parce qu'elle a défini dans quel cadre les dommages moraux peuvent être octroyés lors d'une terminaison d'emploi sans motif sérieux. James a convaincu la Cour, malheureusement pour moi, parce que je représente la plupart du temps des employés, mais a convaincu la Cour que ces dommages ne pouvaient pas faire double emploi avec le préavis. Depuis, ce jugement a été cité dans 310 jugements. En 1998, devant la Cour suprême du Canada, James a plaidé, cette fois-ci avec un peu moins de succès, les principes applicables à la doctrine du forum non-convenience. Ce jugement a été cité dans 258 jugements depuis. En 2001, en procédure civile, l'affaire Lac Minerals accueille ses arguments à l'effet qu'il existe une obligation implicite de confidentialité en droit québécois dans le cadre des interrogatoires. Ce jugement a été cité dans un nombre quand même effarant de 410 causes. Il a participé à plusieurs dossiers où les tribunaux ontariens et québécois ont fixé les limites de la portée des plans d'arrangement et des ordonnances, les homologuant dans le cadre de la loi C-36 sur les arrangements sur les créanciers des compagnies. Parfois avec succès, parfois avec moins de succès. En droit international public, en 2011 et en 2013, la Cour d'appel du Québec et de l'Ontario ont rappelé les principes gouvernant l'immunité de l'État. Et évidemment, finalement, la cause qui explique en grande partie son succès aujourd'hui, sa présence aujourd'hui dans l'affaire Vidéotron, la Cour d'appel a rappelé les principes applicables en matière de quantification de dommages pour les pertes de revenus et ce fameux principe que même si c'est difficile d'établir des dommages, bien, la Cour d'appel, la Cour doit essayer de les établir. Alors, ce petit échantillon de décisions clés que nous avons tous lues et qu'on a tous plaidé démontre l'étendue impressionnante de son savoir juridique et sont le digne legs de sa passion pour le droit. Nulle surprise donc qu'il a reçu le titre d'Advocatus Emeritus en 2013. Le deuxième thème, c'est la curiosité intellectuelle. Déjà en 1975, James faisait un traveling scholarship à Aix-en-Provence. Moi, j'ai compris que c'était plutôt un traveling scholarship en tennis, mais on n'est pas trop sûr. Dans les premières années de sa pratique, il va principalement pratiquer à Toronto, évidemment, notamment pour cette grande cause sur le dragage. Par ailleurs, durant les nombreuses années où j'ai travaillé avec lui, à 8h20, James était au bureau et il avait lu le nombre effarant de 5 quotidiens avant d'arriver au bureau. Donc, le Globe and Mail, le Wall Street Journal, le Devoir, la presse, la Gazette, tout était lu. Et ce qui était fascinant, parfois à 8h30, 8h45, nous recevions un appel urgent d'un client qui avait un problème. Et ce qui était incroyable, c'est que si le client appelait de Toronto, de Montréal ou de New York, James était déjà au courant du problème parce qu'il avait lu dans le journal le matin.
Alors, nul besoin de dire que les clients étaient conquis avant même qu'il avait posé le moindre geste dans le dossier. Mais la curiosité de James devine aussi en consultant les nombreux barreaux dont il est membre. Et ce n'est pas des barreaux où on paye tout simplement des frais, où on demande d'être homologué sur la base du droit de pratique qu'on a dans sa propre province. C'est vraiment des barreaux qu'il est allé chercher à la dure. Et ce qui est totalement fascinant, c'est les années où il est allé les chercher. Donc, évidemment, le premier barreau, c'est le Québec en 1976. Ensuite, celui de l'Ontario de la Law Society of Upper Canada en 1979. Mais où ça devient pas mal plus intriguant, c'est Alberta et Colombie-Britannique en 2006. Si vous faites le calcul avec son âge, allez se taper des barreaux à cet âge-là. Angleterre et Pays de Galles en 2008 et Paris en 2013. Alors, on ne peut faire ce genre d'effort-là et obtenir ce genre de formation continue, si vous me permettez, qu'en ayant une curiosité extrême. Le troisième thème dont j'aimerais vous entretenir rapidement, c'est la stratégie. Et quand j'essaie d'expliquer à des gens ce qui fait la force de Jim Woods dans un procès, j'essaie toujours de leur expliquer que c'est la technique du puzzle. Donc, Jim, avant de commencer un travail, un dossier, s'interroge, est-ce que c'est un puzzle à 100, 1000, 5000 morceaux? Et dès le premier jour et pendant tout le procès, jusqu'à la fin du procès, jusqu'à la fermeture de la preuve, il est profondément conscient des 5000 morceaux, des 1000 morceaux qu'il doit colliger. Et c'est fascinant de le voir aller. Et si quelqu'un a déjà plaidé contre lui, vous allez vous souvenir que quand il arrive en procès, étant grand, il met sa valise sur le bureau. Et là, il organise ses trucs pour que la valise serve de prétoire. Et là, il y a plein de cartables. Et le témoin est dans la boîte et il est prêt, il est préparé à être interrogé. Et James, que fait-il? Il fouille. Il fouille, il fouille, il fouille, il fouille. Et la question prend 15, 30, 45 secondes, 1 minute. Et des fois, il fouille pendant 1 minute et demie et il referme tout. Parce qu'il n'avait pas besoin, il a réalisé qu'il avait déjà le morceau de puzzle et il n'avait pas besoin. Et ça, c'est une technique tout à fait redoutable. Il n'y a pas d'effet de toge avec James, pas d'énervement, pas de cri après le témoin, toujours avec respect, mais cette idée d'aller chercher tous les morceaux de puzzle. Et c'est en plaidoirie que la partie adverse est tout à coup frappée quand James minutieusement assemble ces 5000 morceaux, qu'on voit l'image arriver et il n'y a pas de trou, il n'y a pas de pièce qui manque, puis il n'y a pas de pièce en trop. C'est exactement le bon chiffre. Donc, ce travail-là est énorme. Évidemment, il monte une équipe extraordinaire pour l'assister. On ne peut pas faire ça tout seul. Le jugement Vidéotron, évidemment, Patrick Ouellette et son grand second dans ce dossier-là. Mais ce qui fait en sorte, cette stratégie-là, ce qui la rend encore plus fascinante, la stratégie du puzzle, c'est que James gagne surprenamment beaucoup de causes en appel sur des questions de fait. Et pourquoi réussit-il à gagner des appels sur une question de fait? C'est parce que la preuve a été produite de façon tellement claire que la cour d'appel peut se sentir capable de réviser le jugement de première instance sur les faits. Si vous lisez la cause Vidéotron, la Cour supérieure avait donné gain de cause à l'équipe Woods sur la faute, mais sur les dommages, c'était très peu. Mais la Cour d'appel a pendant 35 pages révisé toute la preuve d'expert, toute la preuve documentaire pour refaire tout le travail. Et ça prend évidemment un avocat de procès extraordinaire. Thème 4, pour être un avocat de ce calibre-là, il faut être visionnaire. En 1988, lorsque j'ai commencé à travailler avec James, pour ceux qui ont des cheveux gris ou aussi peu que moi, vous allez vous souvenir que nous en étions encore sur nos PC à taper des commandes booléennes. Je ne sais pas si ça rappelle des mauvais souvenirs à des gens, avec des systèmes opératoires DOS. C'est probablement parce que vous touchiez même pas un ordinateur. C'est extrêmement pénible de faire de la recherche sur ordinateur et surtout de gérer. Mais James est venu dès 1988, il nous a dit « L'informatique est l'avenir, il faut mettre nos dossiers sur des bases de données. » Bon. Alors, à ce moment-là, la chose était loin d'être évidente et je crois que nos sessions de maugréage à porte close, maudissant ces systèmes et James, avaient quand même un certain fondement. Mais James a continué à insister et effectivement, dès les années 90, dans un environnement Windows avec des produits beaucoup plus conviviaux,
nous étions un des premiers cabinets qui fonctionnait avec la preuve assistée par ordinateur. Et quand vous regardez certains de ces jugements, dont l'affaire Vidéotron, vous voyez la tâche herculéenne d'assembler les documents, mais James avait vu cela bien avant que c'était populaire à Montréal. L'autre, évidemment, grande preuve de sa vision, c'est l'idée, lorsqu'il a perçu le mouvement de consolidation des grands cabinets de Montréal, il a perçu que la pratique du litige commercial pourrait être difficile comme plaideur avec les conflits d'intérêts énormes que cela engendrerait. Et donc, il a décidé de partir, ce qui était quand même à ce stade-là la première boutique de litige commercial, et tourner la page sur les grands cabinets multidisciplinaires. Et aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de boutiques de litige de grand calibre à Montréal, mais à l'époque, c'était sa vision. Je termine avec mon 5e thème. Pour être plaideur de l'année, il faut aussi faire preuve d'une grande intégrité. Il est évident que par son nom de famille, James Woods était tout désigné pour se démarquer par sa droiture. Mais plus sérieusement, le parcours de James témoigne de sa grande intégrité et du respect que les tribunaux, ses collègues et les membres de son équipe lui vouent. James siège au conseil consultatif de la faculté de droit de McGill depuis 1991, dont 8 ans à titre de président. En 2004, il a été nommé amicus curiae de la Cour suprême dans l'affaire Banque de la Nouvelle-Écosse contre Thibault. En 2005, il a participé au programme de formation aux techniques de plaidoirie pour le Tribunal pénal international de Rwanda. Il a été nommé arbitre dans plusieurs dossiers d'envergure nationaux et internationaux. Il est souvent appelé à conseiller et agir dans des dossiers qui soulèvent des questions déontologiques complexes. Il est l'homme tout désigné pour toutes ses fonctions par son calme, sa rigueur et le respect qu'il voue à tous. Je me souviens toujours, en guise de dernier commentaire sur l'intégrité et le respect, que quand j'étais jeune, évidemment, c'était intimidant quand on suivait notre senior et on arrivait devant les salles de cours et là, tous les seniors s'échangeaient les faits d'armes et ce qu'ils avaient plaidé partout. Et nous, comme jeunes à côté, on était là avec la valise puis on se disait, bon, mon Dieu, que je suis inadéquat. Et c'était toujours surprenant parce que James se dissociait de ce groupe et commençait à parler aux juniors. Et ça m'a toujours marqué que, et je peux vous dire que pour tous les juniors que nous étions, nous voyons ça comme une marque de respect incroyable. Alors, j'espère avoir, à l'aide de mes 5 thèmes, été en mesure de brosser un portrait fidèle de la carrière de James et de mettre en lumière ce qui le rend exceptionnel. Personnellement, je suis extrêmement reconnaissant de l'avoir croisé sur ma route et j'espère que plusieurs autres, notamment sur ces 2 tables. Et je crois que tout ceci montre à quel point le monde juridique a fait un choix judicieux en nommant James plaideur de l'année 2016. Merci.